Comme vous le savez peut-être, la France et l'Allemagne n'ont pas toujours été les meilleurs amis du monde. Ce soir, Laure Godineau nous guide à travers l'histoire tumultueuse de la guerre franco-prussienne de 1870. Nous sommes donc en 1870. En France, l'empereur Napoléon III règne depuis 1852. Mais ce neveu de l'empereur Napoléon Ier n'est pas un monarque absolu comme son oncle. Il est à la tête d'un système semi-parlementaire dans lequel les députés ont leur mot à dire. Alors, en juillet, se croyant invincible, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Mais le temps d'envoyer les troupes françaises à la frontière, les Prussiens sont déjà là. Les combats se déroulent en France et après 6 semaines de défaites consécutives, l'empereur est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre 1870. Donc, profitant de la débandade de Napoléon III, les députés républicains déclarent la République et forment un gouvernement. Mais n'allez pas croire que la guerre soit finie pour autant. Mi-septembre, les Prussiens sont aux portes de Paris. Et c'est carrément à Versailles, oui, à Versailles, que s'installe leur état-major. D'ailleurs, le fameux château, symbole de ce que fut le rayonnement de la France sur l'Europe, est transformé en hôpital de campagne prussien. Une humiliation totale pour la France. Les troupes prussiennes se positionnent alors autour des fortifications de Paris et ils bloquent les entrées et les sorties de la ville, autrement dit, Paris est assiégé. Dans la capitale, les réserves de nourriture s'épuisent rapidement. On rationne la viande et le pain, on abat les chevaux et même les animaux du jardin des plantes, les éléphants, les chameaux, les kangourous, les ours. Enfin, ça, c'est pour les nantis. Le reste de la population attrape ce qu'il peut dans la rue, les chiens, les chats, les rats. Et pour communiquer avec l'extérieur, on utilise des pigeons voyageurs qui se font d'ailleurs attaquer par les faucons que les Prussiens font venir d'Allemagne. Cet hiver-là s'annonce très rude. Dès fin novembre, il fait moins 15 degrés. Pour se chauffer, on brûle les arbres des boulevards et même les bancs publics. Chaque semaine, des centaines de Parisiens meurent de pneumonie, de bronchite, de fièvre typhoïde. Alors, quelques 250 000 Parisiens sont armés pour aider les soldats à défendre leur ville contre les Prussiens et essayer de forcer le blocus. Mais à chaque tentative, cette garde nationale perd des milliers d'hommes. Il faut absolument des renforts. Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, quitte Paris en ballon pour rejoindre Tours, où une partie du gouvernement s'est réfugiée. Il veut rassembler de nouvelles troupes. Et pendant ce temps-là, les Prussiens assènent un coup fatal. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, le chancelier Bismarck concrétise l'unité allemande en faisant proclamer Wilhelm I, Guillaume Ier en bon français, empereur allemand. Au même moment, les canons prussiens pilonnent Paris, les obus pleuvent, bombardements, froid, famine, c'en est trop. Le 28 janvier, les Français se résolvent finalement à signer l'armistice. Et la France doit accepter des conditions de paix imposées par l'Allemagne. Elles sont drastiques. 5 milliards de francs or d'indemnité de guerre et occupation de la France jusqu'au paiement intégral. C'est une occupation qui va durer 2 ans. Et surtout, cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne. Le 1er mars, les Prussiens paradent avec leurs casques à pointe sur les Champs-Élysées, imaginez. En signe de protestation, les Parisiens suspendent des drapeaux noirs aux fenêtres et ils voilent les statues sur le trajet du défilé. Les rues sont totalement désertes. Le peuple de Paris, qui a résisté pendant 138 jours au siège, ne se sent pas seulement vaincu, il se sent humilié par l'ennemi allemand. Et surtout, il se sent trahi par les Français qui ont accepté cette défaite. Et c'est cette rancœur qui va provoquer très rapidement une guerre civile. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est celle de la Commune de Paris. On vous en parlera la semaine prochaine. La semaine dernière, Laure Godineau vous a raconté la défaite de la France en 1870 face aux Prussiens, la chute de Napoléon III et la proclamation de l'Empire allemand. Aujourd'hui, elle vous raconte la suite, la fameuse Commune de Paris. Mars 1871. Les Parisiens se sentent trahis et humiliés. Le nouveau gouvernement français, à majorité monarchiste, a accepté la défaite de la France et a même autorisé les vainqueurs à défiler sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a aussi cédé l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi et a accepté de payer d'énormes indemnités de guerre.
et les mesures économiques qu'il prend enfoncent un peu plus le peuple dans la pauvreté. Résumons. Les Prussiens occupent le pays, le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaires contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leurs fusils et environ 300 canons. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus, des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Car il y a aussi des femmes combattantes. C'est un incroyable laboratoire social qui accueille même des militants d'autres pays européens. Mais le gouvernement officiel veut mater la rébellion. Il renforce son armée. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale et les communards vont de défaite en défaite, tandis que dans les quartiers cossus, on espère la victoire du gouvernement. Le 21 mai, profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. La répression est féroce. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. En réponse, les communards tuent des otages, dont l'archevêque de Paris. Puis, par désespoir ou pour empêcher l'armée d'avancer, mettent le feu à plusieurs monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, en vain. L'ultime bataille au cimetière du Père-Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnettes. 147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre, c'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe, la commune est finie. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont morts au combat. 43 000 hommes, femmes et enfants subissent maintenant des représailles. Ils sont emprisonnés ou déportés vers la colonie française la plus éloignée, la Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, ceux qui ont échappé aux arrestations, c'est l'exil. La commune n'a duré que 72 jours et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. Marx et Engels y voient la première dictature du prolétariat. Sa mémoire s'est transmise grâce à des dizaines de milliers d'écrits, mais aussi grâce aux chansons. Et oui, l'Internationale, le chant des luttes ouvrières, a été écrit par un communard, tout comme la célèbre chanson « Le temps des cerises ». Deux leitmotivs qui accompagnent encore régulièrement les manifestations en souvenir de la commune et de son espoir de meilleurs lendemains. Aujourd'hui, Claire Doutrillo nous présente les dessous d'une affaire politique qui a marqué l'histoire de la France, l'affaire Dreyfus. Tout commence rue de Lille à Paris, à l'ambassade d'Allemagne. Et voici Madame Bastian, la femme de ménage de l'ambassade. En fait, Madame Bastian est membre du service français de contre-espionnage. Chaque jour, elle fait mine de vider les poubelles et en rapporte en fait le contenu au commandant Henri.
Et en ce jour de septembre 1894, elle trouve dans la poubelle une lettre qu'on appellera désormais le bordereau, une lettre déchirée en 6 grands morceaux, non signée et non datée, adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Max von Schwarzkoppen. Le bordereau fait état de documents militaires confidentiels français qui doivent être transmis à une puissance étrangère. Le ministre de la Guerre ordonne une enquête et très vite, un coupable idéal est identifié. C'est le capitaine Alfred Dreyfus. Il est à l'état-major de l'armée, il a donc accès à des documents importants. Il est alsacien, parle donc allemand, ce qui lui permet d'échanger facilement avec l'ennemi. Et surtout, il est juif. Or, si en cette fin du XIXe siècle, encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et la Lorraine, la France fait face à une très forte montée du nationalisme, elle affronte aussi un violent déchaînement d'antisémitisme. Le capitaine Dreyfus nie fermement, mais l'armée ne veut rien entendre. Une machine implacable se met alors en route. Comment résumer l'incroyable succession de mensonges, de faux en écriture, d'allégations erronées, de détournements d'enquête et de violations du droit de la part de l'armée et des tribunaux militaires? L'écriture de Dreyfus ne correspond en aucune manière à celle du bordereau? Qu'importe, un soi-disant expert développe la théorie de l'auto-forgerie. Dreyfus a inventé cette nouvelle écriture. Arrêté le 15 octobre, Dreyfus refuse d'avouer. On lui pose un revolver sur la table pour qu'il se suicide. Il n'en fait rien. Il est alors inculpé d'intelligence avec l'ennemi et incarcéré dans le secret total. Fin octobre, un journal antisémite, La Libre Parole, révèle l'affaire et se déchaîne contre Dreyfus. C'est le début d'une campagne antisémite qui va se propager à travers toute la France. Le frère de Dreyfus, Mathieu Dreyfus, engage les meilleurs avocats. Tous sont persuadés que leur client sortira blanchi du procès qui va se tenir devant le Conseil de guerre. C'est sans compter sur la malhonnêteté de l'instruction qui instruit uniquement à charge. Comme aucune preuve n'existe, le capitaine Dreyfus risque d'être disculpé. L'armée brandit alors un dossier secret qu'elle ne peut divulguer et qui contient, dit-elle, 4 preuves de la culpabilité de Dreyfus. Plus tard, beaucoup plus tard, le dossier se révélera vide. Dreyfus est condamné à la déportation perpétuelle, au bagne donc, et à la dégradation militaire. Les journaux exultent d'antisémitisme, le pays regrette qu'il ne soit pas condamné à mort. Terrible cérémonie ce 5 janvier 1895 que cette dégradation dans la cour de l'école militaire devant 4000 soldats et 20 000 spectateurs. On lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. On brise le sabre du condamné. Les témoins signalent la dignité de Dreyfus qui clame son innocence tout en levant les bras. Soldats, on dégrade un innocent. Soldats, on déshonore un innocent. Vive la France, vive l'armée. Dreyfus embarque pour l'île du Diable, au large de la Guyane. Avec ses gardiens, il en est le seul habitant. Ses conditions de vie sont épouvantables, la chaleur intenable, la nourriture frelatée. Son état se dégrade très vite, des maladies tropicales le terrassent. À Paris, son frère se bat. Il déploie une énergie sans pareille pour innocenter son frère. Le premier à le rejoindre est un journaliste modéré, Bernard Lazare. Peu à peu, ils réussissent à faire entendre l'irrégularité du procès. Les Dreyfusards, comme on appelle dorénavant les défenseurs de Dreyfus, s'organisent et, appuyés par les milieux antimilitaristes, ils demandent la révision du procès. L'armée prend peur et fabrique des faux pour renforcer les soi-disant preuves contre Dreyfus. Mais un certain lieutenant-colonel Georges Picard se penche enfin sérieusement sur le dossier et démasque très vite le vrai coupable. L'auteur du bordereau est un officier français endetté au jeu, le commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. L'état-major de l'armée ne l'entend pas de cette oreille. Hors de question de reconnaître une erreur judiciaire. Pauvre Picard, c'est contre lui maintenant que se déchaîne l'armée et sa cohorte de faux documents. Et hop, le voilà muté en Tunisie, puis carrément emprisonné. Quant au coupable Esterhazy, il sera tout simplement acquitté lors d'un semblant de procès et s'exilera en Angleterre où il coulera des jours heureux jusqu'à sa mort en 1920.
Pendant tout ce temps, la France se fracture, l'opinion publique se déchaîne contre les Juifs. Émeutes anti-dreyfusardes, campagne de presse diffamatoire et antisémite. C'en est trop. Trop pour un certain nombre de personnes ulcérées par ces violations de l'esprit de la République. Derrière les Dreyfusards de la première heure, Mathieu Dreyfus et Bernard Lazare, des politiques comme Clémenceau, Léon Blum, des écrivains comme Octave Mirbeau ou Anatole France et surtout Émile Zola. Émile Zola, un écrivain au sommet de la gloire qui va utiliser sa popularité pour défendre Dreyfus. Le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publie une lettre de Zola au président de la République Félix Faure. 6 colonnes sur la une du journal, surmontées du célèbre « J'accuse ». Normalement tiré à 30 000 exemplaires, L'Aurore en vend 300 000 ce jour-là. Zola reprend toute l'affaire depuis le début. Il accuse les falsificateurs, l'armée, le ministre de la guerre. Son but ? Se faire inculper pour pouvoir revenir sur les irrégularités du procès de Dreyfus. La violence qui entoure le procès en diffamation de Zola est inimaginable. Zola doit être protégé. La France est maintenant divisée en 2 camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et c'est dans ce cadre que va naître le terme d'intellectuel pour désigner ces écrivains, ces juristes, ces universitaires qui prennent position dans le débat public et notamment ici, en faveur de Dreyfus. En bref, Zola est condamné pour diffamation de l'armée, mais son but est atteint. Le grand public est informé des détails sordides du procès de Dreyfus. Tout cela, l'ex-capitaine Dreyfus l'ignore. Il survit dans un état lamentable sur son île déserte, soumis aux cruautés de ses surveillants. L'affaire Dreyfus est depuis longtemps devenue une affaire d'État, ce qui entraîne une redoutable instabilité au sein du gouvernement. En 1899, la révision du procès devient inéluctable. Dreyfus est ramené vers la métropole. Le procès en révision s'ouvre à Rennes le 7 août 1899. La tension est extrême, Rennes en état de siège. L'absence de charge contre Dreyfus est manifeste et pourtant, il est condamné à nouveau. 10 ans de prison au lieu de la déportation perpétuelle et nouvelle dégradation. Dreyfus est donc toujours coupable, mais cette fois avec des circonstances atténuantes. Finalement, on lui propose la grâce, que celui-ci, totalement épuisé, finit par accepter, aux grandes dames des Dreyfusards qui, eux, veulent obtenir son acquittement. Dreyfus, comme s'il n'était pas déjà suffisamment accablé, se retrouve alors seul, lâché par la plupart de ses soutiens. Dreyfus sort de prison le 21 septembre 1899, mais ce n'est qu'en 1906, après moult péripéties, qu'Alfred Dreyfus est enfin réhabilité. Il participe à la guerre de 14-18 et meurt en 1935. Ce n'est rien de dire que l'affaire Dreyfus a profondément, très profondément marqué la société française. Elle entraîne une exacerbation de l'antisémitisme qui va trouver son accomplissement dans la politique de Vichy après la capitulation face à l'Allemagne en 1940. Elle scinde la France entre, grosso modo, une gauche dreyfusarde et une droite majoritairement anti-dreyfusarde. Elle crée une prise de conscience des milieux intellectuels sur leur rôle dans le débat national. Elle est à l'origine de la création de la Ligue pour la défense des droits de l'homme. Sur le plan international, l'affaire Dreyfus n'est pas sans conséquences. Elle est à l'origine de la création du sionisme, ce mouvement impulsé par le journaliste juif austro-hongrois Theodor Herzl, qui suit, horrifié, le procès pour la Neue Freie Presse de Vienne. Dorénavant, il va consacrer sa vie à créer un territoire pour les Juifs du monde entier, ce sera Israël. Qui veut comprendre la France contemporaine se doit de connaître cette affaire effroyable qui, un siècle plus tard, hante toujours la mémoire collective des Français. Il y a 100 ans, la Première Guerre mondiale trouvait son terme. Claire Doutrio en profite pour nous emmener à Compiègne, là où l'armistice a été conclu, le 11 novembre 1918. Nous sommes à l'automne 1918. Voilà 4 ans que la Première Guerre mondiale a débuté. En 1917, les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés des Alliés, ce qui entraîne un basculement du rapport de force. Ainsi, les armées alliées parviennent-elles, sous le commandement du général Foch, à repousser en 4 mois la dernière grande offensive allemande qui, en mai 1918, a amené les armées allemandes jusqu'à la Marne et Compiègne.
les fronts cèdent un à un en faveur des Alliés. Les Anglais défont les Turcs au Moyen-Orient, les Italiens repoussent les Austro-Hongrois dont l'Empire se désagrège. Les militaires allemands, auxquels la défaite ne paraît pas encore inéluctable, cherchent à gagner du temps en demandant dès fin septembre à l'empereur Wilhelm II, Guillaume II en bon français, de proposer un armistice, ce qui signifie que Français et Allemands arrêteraient la guerre pratiquement sur un pied d'égalité. Le 3 octobre 1918, l'empereur Guillaume II nomme chancelier le prince Max von Baden, plutôt modéré, dans l'espoir qu'il pourra obtenir des conditions de paix convenables pour les Allemands. Dès le 4, celui-ci demande la paix au président américain Wilson. Wilson lui fait alors savoir que c'est le Français, le maréchal Foch, qui aura à faire connaître les conditions de l'armistice telles que les Alliés les ont prévues. Le maréchal Foch charge ses services de trouver un endroit de négociation éloigné de toute habitation. Il veut que les pourparlers échappent à la curiosité et aux indiscrétions, et il tient à éviter une humiliation supplémentaire aux Allemands qu'il considère, lui, comme vaincus. Le choix du lieu s'arrête donc sur un site en pleine forêt, situé sur le territoire de Compiègne, à proximité de la petite gare de Rotonde, et traversé par 2 voies de chemin de fer parallèles, lieu idéal pour recevoir les 2 convois. Aussitôt, 2 trains spéciaux sont constitués pour convoyer et héberger les 2 délégations. En Allemagne, c'est le chaos. Les soldats veulent arrêter les combats, la révolution bolchevique gagne le pays qui est au bord de la guerre civile, l'empereur Guillaume II s'exile à Spa, en Belgique, et c'est dans ce contexte que la délégation allemande quitte Berlin par le train le 6 novembre pour rejoindre Spa, où est situé le haut commandement de l'armée allemande. La constitution définitive de cette délégation donne lieu à des discussions complexes. En effet, les militaires allemands refusent de mener les pourparlers. Ce serait reconnaître une défaite qu'ils ne veulent pas encore avouer. La délégation allemande sera donc finalement composée de 4 membres. Un politique, le secrétaire d'État Matthias Erzberger, qui en est à la tête, l'ambassadeur comte Oberndorf, le général von Winterfeld, le capitaine de vaisseau Vancelow, et elle est accompagnée d'un interprète et d'un sténographe. Du côté allié, 4 membres également. Pour la France, le maréchal Foch, secondé par le général Weygand. Pour l'Angleterre, l'amiral Wemyss, assisté par l'amiral Hope, eux aussi accompagnés de sténographes et interprètes. La date est alors arrêtée. Le 7 novembre, les plénipotentiaires allemands quittent Spa. C'est un voyage épique. Le convoi traverse un paysage dévasté par la guerre et doit déjouer mines, destruction de routes et de ponts, et surtout traverser sans encombre les lignes françaises. Les Allemands ont oublié de se munir d'un drapeau blanc. Une nappe récupérée chez un habitant fera l'affaire. L'armée française a reçu l'ordre d'un cessez-le-feu de 13h à minuit. Le convoi allemand parvient enfin à Tergnier, où les attend le train qui doit les emmener vers une destination qu'ils ignorent. Enfin, vers 6h du matin, le 8 novembre, le train de la délégation allemande s'immobilise en face de celui du maréchal Foch, qui attend déjà depuis la veille au soir. À 9h du matin, ce 8 novembre 1918, la délégation allemande emprunte le petit chemin de Caillebotti qui a été aménagé entre les 2 voies. Foch notera dans ses mémoires « Je jetai un regard par la vitre. Le long de cette passerelle, 4 hommes s'avançaient. Je les regardai et me dis « Voilà donc l'Empire allemand. Il s'est battu et vient demander la paix. Eh bien, puisque c'est à moi qu'il vient, je vais le traiter comme il le mérite. Je serai ferme et froid, mais sans rancune ni brutalité. » Voici le premier échange tel qu'il est rapporté par des témoins. Foch fait le salut militaire, ôte son képi. « À qui ai-je l'honneur de m'adresser ? » ?»« Au plénipotentiaire du gouvernement allemand, » dit Erzberger. « Quel est l'objet de votre visite ? » ?»« Recevoir les propositions des puissances alliées pour arriver à un armistice. Je n'ai aucune proposition à vous faire. » Oberndorf intervient. « Si monsieur le maréchal préfère, nous venons demander les conditions auxquelles les Alliés consentiraient à un armistice. »« Je n'ai pas de conditions à faire. » Erzberger sort alors de sa poche une note du président Wilson précisant que Foch est autorisé à faire connaître les conditions de l'armistice. Foch l'interrompt. « Demandez-vous l'armistice ? Si vous le demandez, je puis vous faire connaître à quelles conditions il pourra être obtenu. »
Erzberger et Oberndorf confirment qu'ils le demandent. Ces conditions arrêtées par les gouvernements alliés vont donc vous être lues. Foch semble très dur dans ses propos. En fait, il veut amener les Allemands à prononcer la phrase décisive, à savoir que les Allemands demandent l'armistice, ce qui revient pour eux à reconnaître leur défaite. Les conditions aussi sont dures. Les Allemands doivent reculer jusqu'au-delà des rives du Rhin, livrer toute leur flotte et de très nombreuses armes. Un délai de 72 heures est accordé à l'Allemagne pour faire remonter les informations jusqu'à Spa et Berlin. Mais à Berlin, la situation est très tendue. La contagion révolutionnaire a gagné la capitale, la monarchie constitutionnelle est renversée et le 9 novembre, le chancelier Max von Baden annonce, sous la pression générale, l'abdication de l'empereur Guillaume II sans le consentement de celui-ci. Ce même 9 novembre, le social-démocrate Philipp Scheidemann proclame la République à Berlin pour devancer les spartakistes qui avaient proclamé quasi simultanément une république communiste. La République de Weimar naît ce jour-là, c'est la première démocratie allemande et elle est fragilisée dès le début. Dans le chaos ambiant, Erzberger ne reçoit pas d'indications précises de l'Allemagne. Il tente alors de négocier tant bien que mal et obtient quelques maigres concessions. Pour les Français, c'est un jour symbolique. La guerre est finie, l'Allemagne est vaincue. Mais du côté allemand, le fait que l'armistice soit signé par un civil laisse penser à certains que leur armée a été invaincue et que la défaite est due à l'attitude défaitiste des sociodémocrates. C'est ce qu'on appellera la Dolchstoßlegende, la légende du poignard dans le dos. Erzberger sera d'ailleurs assassiné par un ultranationaliste allemand en 1921. Voici la seule photo officielle des représentants alliés tolérés par le maréchal Foch. Il pose devant le fameux wagon 2419D, un wagon-restaurant transformé en salon-bureau pour le maréchal Foch. À la fin de la guerre, le wagon est retransformé en wagon-restaurant et reprend un service normal. Dans la clairière, la nature reprend ses droits. En avril 1921, à la demande du gouvernement Clemenceau, la compagnie des wagons-lits fait don à l'État du wagon qui est alors installé dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides à Paris. Le 11 novembre 1922, la clairière de l'Armistice est inaugurée en grande pompe et en présence du maréchal Foch. Entre les rails, une dalle monumentale, symbole du tombeau de l'Allemagne, porte l'inscription « Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. » Un monument, dit monument alsacien-lorrain, représente une épée écrasant l'aigle allemand. Quelques années plus tard, un bâtiment sera construit pour abriter le fameux wagon. Et enfin, en 1937, une imposante statue du maréchal Foch viendra compléter l'ensemble. Voilà, aujourd'hui, nous avons vécu Rotonde, haut lieu de l'armistice de 1918. Prochainement, nous retournerons à Rotonde, mais cette fois, ce sera en 1940.